raisons des santé publique, le ministre national de la Justice a pris une décision de restriction de pouvoir acheminer des personnes au niveau de la prison centrale de Makala. Mesdames et messieurs, cette décision est-elle bénéfique pour les détenus, mais également pour les enfants qui accompagnent leur maman en détention au pavillon 9 de la prison centrale de Makala? C'est bien cela, les questions que nous allons devoir aborder au cours de cette émission avec comme invitée Madame Agnès Kalonji. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Congo 26 Télévision, bonsoir et bonjour. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Eh bien, comme je l'ai dit dans l'annonce, le ministre national a pris une décision cette semaine, une décision par rapport à une épidémie de choléra qui s'est déclarée à la prison centrale de Makala pour justement protéger les détenus qui y sont logés. Mais parmi ces détenus, il faut également parler de ces enfants invisibles qui accompagnent justement leurs mamans qui sont en détention, qui ont été jugées, qui purgent leur peine ou certaines qui ne connaissent pas encore leur sort. Et est-ce que ces enfants sont exposés? Est-ce que cette mesure est suffisante pour pouvoir protéger cette catégorie des personnes vulnérables en milieu carcéral? C'est autant de questions que nous allons pouvoir aborder tout au long de ces 30 minutes avec l'activiste de droits de l'homme qui milite depuis quelques années pour la cause des femmes et enfants en milieu carcéral. Il s'agit justement de Madame Agnès Kalonji, mais qui n'est pas présentement avec nous sur ce plateau. Nous allons devoir parler avec elle à distance. Elle se trouve présentement en Suisse, à Genève, où elle a appris avec nous cette décision du ministre de la Justice. Alors, nous allons devoir lui poser certaines questions, lui demander qu'est-ce qu'elle pense et quelles sont ses propositions à elle qu'elle estime être bonnes pour pouvoir protéger les femmes, pour pouvoir protéger les détenus, mais surtout ces enfants qu'elle qualifie d'enfants invisibles en milieu carcéral. Alors, Madame Agnès Kalonji, vous nous suivez à partir de Genève, en Suisse. Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. Bonjour, je suis Agnès Kalonji, présidente de l'association Mounia. Mounia qui veut dire soleil en Chiluba. Merci pour l'invitation. Merci de partager mon souci, mon ressenti. Alors, on agit sur 6 axes. Donc, qui est l'éducation, la formation, l'insertion, la réinsertion, l'environnement. Alors, vous êtes activiste de droits de l'homme et vous avez à cœur justement la situation des personnes détenues dans toutes les maisons carcérales à Kinshasa comme partout ailleurs à travers la République. Vous avez appris, comme nous, cette décision des restrictions d'acheminer certains détenus à la prison centrale de Makala. Quelles sont vos impressions après avoir suivi cette décision du ministre national de la Justice? Cette mesure est nécessaire, hein, elle est vraiment nécessaire parce que, voilà, mais elle reste tardive parce que les conditions de détention à la prison centrale de Makala, où j'ai été personnellement à 2 reprises, les conditions sont vraiment difficiles. Et vu que nous sommes là pour les enfants et les conditions d'hygiène ne sont pas adéquates. Et notre grand souci, c'est vraiment la présence de ces enfants, d'une part, et comment, face à cette épidémie, on va structurer, on va mettre en place les mesures adéquates pour ne pas justement se retrouver encore avec des enfants malades dans la prison. Non seulement leur présence n'est pas requise, et de devenir, d'être vraiment ce gros problème dans la prison. Alors, la mesure était nécessaire, mais elle est tardive. La suspension des admissions peut aider à contenir l'épidémie, mais il faut agir vite pour soigner les détenus déjà affectés
et améliorer les conditions d'hygiène. C'est vraiment ça le plus important dont on regarde. Alors, après avoir suivi cette décision, Madame Agnès Kalonji, qu'est-ce qui vous est monté à l'esprit et comment pensez-vous que cette décision est efficace pour pouvoir lutter efficacement contre cette épidémie? Les meilleures solutions dans cette crise, face à cette crise sanitaire, il faut améliorer les infrastructures carcérales. Et ça encore, c'est un autre défi qui est important, qui est lourd à faire, parce que voilà, on reconnaît qu'à Kinshasa, il y a des problèmes d'eau dans la ville, avec les pluies torrentielles qu'il y a eu dernièrement, et les conditions sanitaires sont vraiment difficiles pour apporter voilà la solution et stopper la propagation de l'épidémie. Il faut former le personnel pénitentiaire au premier secours et à l'hygiène. Bon, ça encore, ça reste difficile parce que quand on arrive à la prison centrale de Makala, pour y être allé à 2 reprises, c'est un grand espace, ça demande un personnel adéquat, personnel qualifié, personnel, mais c'est vraiment difficile. Et promouvoir aussi les alternatives à la détention pour les mineurs, les mères et les enfants. On revient toujours dans cette problématique qui est les enfants. Quelles mesures il faut faire? Voilà, est-ce que ces enfants ont été vaccinés? Est-ce que ces enfants, ils ont un programme sanitaire qui est suivi? Parce que en milieu carcéral, c'est ça, ils sont reconnus. D'où cette appellation, les enfants invisibles. C'est des enfants invisibles qui sont devenus le combat de l'association Mounia pour leur trouver une solution. Agnès Kalonji, par rapport aux conditions carcérales, parce que vous avez eu quand même à visiter la prison centrale de Makala tout au long, lorsque vous visitez, lorsque vous venez au pays, est-ce que y a-t-il des bonnes raisons de craindre ou à craindre le pire par rapport aux enfants ou à ces personnes qualifiées d'invisibles par vous, ou bien aux femmes, ou bien justement à tous ceux qui sont logés dans cette maison carcérale? Oui, déjà, la proximité et le manque de soins risquent d'aggraver la situation, surtout pour les enfants et les personnes vulnérables. Parce qu'il faut savoir que dans la prison centrale de Makala, euh, il n'y a pas que des jeunes, hein. Il y a des enfants, la présence déjà des enfants, des bébés, des enfants à bas âge, des adultes et des personnes vulnérables. Il y a des gens aussi qui sont malades, euh, qui présentent vraiment des insuffisances et tout. Et face à cette proximité, ouais, il faut craindre le pire. Les mesures, comme j'ai dit tantôt, les mesures doivent être prises de façon à ce qu'on doit contenir la maladie, la gérer, trouver la solution pour avancer, en fait, avoir moins de dommages collatéraux, c'est-à-dire moins de décès, que la maladie se propage dans la prison et qu'on arrive à une situation où on ne peut plus la maîtriser. Et d'où l'importance, donc, que j'ai dit tantôt, voilà, il faut améliorer les infrastructures carcérales pour craindre le pire. En tant que responsable, présidente de votre structure Mounia, est-ce que vous avez de solutions concrètes pour que ces enfants justement ne soient pas exposés à cet environnement qui visiblement risque d'hypothéquer leur avenir? Les propositions concrètes pour les enfants, d'où voilà là où on intervient, parce qu'on est aussi dans Mounia, dans nos axes, on est dans l'éducation, on est centré sur l'éducation. La proposition concrète serait de créer justement cette maison de l'espoir Mounia qui est en cours, le projet est en cours de réalisation, donc qui n'est pas un orphelinat, c'est une maison de l'espoir d'hébergement dédiée uniquement aux enfants
invisibles qui viennent de la prison. C'est-à-dire là-bas, c'est pas seulement pour rester, mais ils vont bénéficier d'un accueil psychologique avec des thérapeutes pour suivre leur développement. Parce qu'il faut reconnaître que les enfants qui sont derrière les barreaux ont subi un traumatisme. Et ce traumatisme, bon, les enfants eux-mêmes ne comprennent pas, mais c'est des traumatismes qui peuvent suivre ça, développer ça durant toute leur vie. Et pour éviter le pire, d'où la Maison de l'Espoir Mounia va créer cette unité d'accueil pour les enfants de prison pour les aider à se reconstruire physiquement, émotionnellement surtout. Et en parallèle, on veut aussi, bon, parce que la séparation mère-enfant, il y a quand même cet attachement. On va le faire, c'est un mal pour un bien, on va le faire vraiment de façon réglementaire pour que ni la mère ni l'enfant ne souffrent de cette séparation, en plus du traumatisme que l'enfant a subi en prison. C'est vraiment libérer les enfants en premier lieu et regarder, étudier les cas des mamans, si elles peuvent aussi être dans la même maison avec leurs enfants, mais dans un espace sécurisé avec notamment des bracelets électroniques pour contrôler on dira, détention. Et surtout que les enfants, une fois qu'ils sont sortis, qu'ils sont dans cette maison, promouvoir leur éducation. Parce que déjà, comme ce sont des enfants invisibles, leur présence à la prison les empêche de jouir de leurs droits fondamentaux, c'est-à-dire à l'éducation. Ils ne vont pas à l'école. Donc, dans la Maison de l'Espoir Mounia, les enfants, on va les reconstruire, les préparer à être dans un environnement où il y a les enfants d'apprentissage, d'école. Il y aura d'abord cette transition. On étudie, on se met dans un espace bien à la maison où on leur donne de l'amour, les ergothérapeutes, les thérapeutes, tout ça ensemble, on leur donne de l'amour. On les prépare pour entrer justement dans la vie active, dans la vie scolaire, parce que il y a aussi le regard des autres enfants. Ils vont se demander, mais eux, ils viennent d'où? Ils viennent, voilà. Donc, pour les préparer justement, ils étaient dans un milieu carcéral, les mettre à la maison. Une fois qu'ils se sont habitués, ils ont vécu, aller maintenant à l'école pour avoir une vie de société avec les autres enfants. Donc, c'est ça la proposition concrète que l'association Mounia apporte pour ces enfants invisibles. Ils sont nés dans l'ombre, mais ils méritent de briller aussi. Et c'est ça le combat. Et face à toute cette situation-là d'aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut agir. Parce que si nous, en tant qu'adultes, on ne prône pas, on ne les défend pas, ce ne sont pas ces enfants qui vont se battre eux-mêmes pour leurs droits fondamentaux. Est-ce que, selon vous, Madame Agnès, en tant qu'activiste, en tant que militante des droits des enfants et des droits des personnes en détention, est-ce que ces enfants présentent-ils des risques ou bien leur présence? Est-ce que la présence de ces enfants en milieu carcéral présente des risques et quels sont ces risques selon vous? Les enfants sont exposés parce que jusqu'à présent, ces enfants sont des enfants invisibles, à savoir, ils sont plus d'une dizaine quand on a fait le recensement. Et ces enfants sont exposés aux maladies, donc choléra, tuberculose et d'autres infections qu'on n'a pas pu déceler, malnutrition et surtout ce traumatisme psychologique. Des enfants qui sont nés en prison, qui évoluent en prison, au milieu de la violence, au milieu vraiment de la grande violence, déjà entre adultes. La prison, c'est un endroit difficile, traumatisant, c'est difficile. C'est difficile déjà même pour un adulte, à plus forte raison un enfant qui évolue dans cet environnement-là. Et ça a des risques sur son développement psychologique,
son développement émotionnel. Et donc, cet enfant, au milieu de cette violence, va développer justement la violence pour plus tard. Et donc, plus le temps passe, il grandit dans cette prison, il va développer justement des réactions violentes vis-à-vis de lui, de lui-même, vis-à-vis des autres. Et on court vraiment à la catastrophe. Donc, ce risque-là, pour le contenir, il serait préférable de les sortir de la prison le plus tôt possible et de leur offrir justement ce programme de réinsertion, d'écoute, de traitement face aux thérapeutes pour justement casser ce cycle de la violence qu'ils connaissent, eux, qu'ils voient tous les jours. Et il est urgent, moi je dis qu'il est urgent qu'on sorte les enfants de la prison. On sorte les enfants invisibles de la prison parce qu'ils n'ont pas leur place là-bas. Nous allons mollo vers la fin de cet entretien, Agnès Kalonji. Pensez-vous que la situation que connaissent les enfants aujourd'hui, les enfants que vous appelez enfants invisibles, ou leur maman, ou tous les détenus qui se trouvent aujourd'hui exposés à cette épidémie de choléra en milieu carcéral, est-ce que vous pensez que dans une certaine mesure ou dans certains cas, l'État congolais est responsable de ce qui se passe actuellement? La responsabilité de l'État face à cette situation, l'État est responsable, hein, l'État est responsable, on va pas le décharger. Déjà là, il y a une faille dans le cursus. Je ne suis pas là pour défendre les détenus. Oui, tout le monde doit répondre à la loi. Si tu as mal agi, que tu arrives jusqu'en détention parce que c'est pas pour le plaisir. Voilà. Et donc, le fait que les enfants, la présence des enfants soit présente en prison, c'est là où on se lève, parce que l'État doit garantir les droits des détenus. Et à aucun moment on a vu dans la législation congolaise la présence des enfants dans les prisons. Et parce qu'ils sont dans la prison privés de leurs droits fondamentaux. Je peux comprendre qu'un adulte soit détenu, voilà, pour les faits qu'il ait commis, mais un enfant invisible qui n'a rien commis se retrouve derrière les barreaux. Donc là, déjà, il y a une faille. L'État n'a pas su garantir. Et que même si l'État avait, d'après ce que j'ai entendu comme information, qu'il y avait des structures pour accueillir les enfants dont les parents, les mères étaient détenus. Mais malheureusement, ce ne sont pas des structures qui évoluent. Parce que, voilà, on a eu des cas que même si on confie dans les familles d'accueil, ça on ne connaît pas au Congo, on va confier et souvent ces enfants vont être des victimes justement, en plus du trauma qu'ils ont subi en prison, être de victimes de maltraitance, pas suivie, et on connaît déjà, il y a eu déjà assez de problèmes comme ça dans les orphelinats ou dans des familles, les enfants sont maltraités, traités de sorciers, de petits sorciers, ce genre de choses. Tout ça, on ne peut pas garantir. On ne peut pas garantir. Donc, l'État a pour mission donc de créer justement des programmes de réinsertion et d'alternatives à la détention pour les mères. Bon, ça tombe bien dans un des projets de Mounia, on est dans la réinsertion. Et dans la maison de l'espoir Mounia, on n'est pas seulement là pour récupérer les enfants, les faire suivre dans leur cursus pédagogique traumatisant, de les soigner. On veut aussi donner la chance aux mères dans la transformation des matières premières, dans la fabrication des savons et tout, de leur donner une seconde chance pour avancer dans la vie. Parce qu'il faut savoir que les enfants qui vont adhérer, qui vont entrer dans la maison d'accueil, dans la maison de l'espoir Mounia, ne vont pas y rester toute leur vie. On va les soigner
Et une fois que les mamans aussi auront fini de purger leur peine, vont prendre leur enfant, on va les former, les mamans seront formées à l'issue de ça avec un revenu, aller avancer, continuer. Ça, c'est dans le projet de Mounia. Et c'est pas que les enfants vont rester là toute leur vie, 18 ans, non. En amont, voilà, on va les accueillir, les soigner, les aider à avancer dans leur vie. D'accord? Les mamans, on les met aussi dans un programme de réinsertion. Et de l'autre côté, avec l'État, on va leur dire, plus jamais vous ne devez arrêter. Il y a des femmes enceintes, des femmes qui ont des enfants à bas âge, qu'ils retournent. Sinon, on n'a rien fait, qu'ils retournent encore en prison. Donc, ce projet de maison de l'espoir Mounia, pour que les enfants doivent se reconstruire, oublier, oui, c'est un traumatisme, oublier leur séjour en prison, avancer dans la vie, mais ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que vous allez arrêter une maman avec son enfant ou une femme enceinte, de penser que, ah non, l'association Mounia est là pour venir encore déposer les enfants. Non. On doit arrêter ce processus avant même que, pour nous, pour Mounia, plus jamais un enfant ne doit se retrouver derrière les barreaux. Alors, Madame Agnès Kalonji, nous sommes à la fin de cet entretien, mais la dernière question qui me vient à l'esprit est celle de savoir pourquoi vous avez pris de cette question de l'enfant votre cheval de bataille. Pourquoi vous vous en tenez autant à la situation de l'enfant pendant qu'il y a d'autres personnes qui vivent aussi dans des situations de précarité, mais vous êtes plus focalisé par rapport à la situation de l'enfant. Qu'est-ce qui vous motive? Quel est le leitmotiv de votre engagement, de votre lutte? La présence des enfants à la prison centrale de Makala est, je ne sais pas comment dire ça, parce que les enfants sont invisibles. Je ne sais même pas s'ils sont enregistrés, s'ils ont des actes de naissance, privés de leurs droits fondamentaux. Ces enfants ne sont pas instruits, ils vont pas à l'école. Comment on peut ne pas s'en occuper? Moi, je n'ai pas voulu normaliser le fait d'arriver en prison, de leur offrir des livres, des cahiers et tout ça, pour qu'eux aussi continuent à vivre leur vie derrière les barreaux. J'ai dit non. Avec l'association Mounia, j'ai plus de 4000 livres dans ma bibliothèque, un matériel didactique pour les enfants, des crayons de couleur et tout ça. Normaliser le fait que ces enfants soient en prison va faire de moi une complice, chose que je ne veux pas faire. Leur place n'est pas là-bas. Il faut couper le cycle, les sortir de là, parce que ce sont des victimes collatérales d'un système. Ils méritent la protection et chance de se reconstruire. Je vais aller jusqu'au bout pour défendre leurs droits fondamentaux qui sont bafoués, qui ne sont pas reconnus. Ces enfants, ils ont droit à la liberté, d'abord. Leur place est à l'école, dans un foyer, une maison, ils ont droit à avoir un petit lit. Je suis arrivée en septembre 2025, déjà à voir que ces enfants étaient en prison. Ils dormaient par terre sur des cartons. Lors du deuxième voyage en décembre, pour ce repas de Noël qui a été offert, il y a eu des matelas, un repas offert, et je leur ai dit, ils m'ont dit, ah maman Agnès, c'est la première fois qu'on fête Noël. J'ai dit, c'est la première fois et la dernière fois que vous passez Noël derrière les barreaux. Je vais revenir vous défendre, je vais revenir vous sortir de la prison. Vous allez avoir des Noëls, vous allez fêter des Noëls avec des cadeaux, mais derrière les barreaux. C'était la première fois et la dernière. Parce que d'ici décembre 2026, ils ne seront plus là. Ils auront un endroit dans la maison de l'espoir Mounia où ils vont se reconstruire. Leurs droits fondamentaux doivent être respectés. Ces enfants ont besoin de vivre, ils ont besoin d'aller à l'école, d'être libres de leurs mouvements, de jouer le matin,
dans le programme dans la maison de l'espoir, ils vont dormir chacun à son lit. Au réveil le matin, faire une petite prière, prendre le petit déjeuner. On les accompagne à l'école. Une fois que l'école est finie, on les ramène à la maison. Quelqu'un va s'en occuper, venir les récupérer à l'école, venir manger. Ils vont tous manger ensemble, faire une petite sieste, manger des fruits et légumes à des heures habituelles, jouer dans l'espace de vie. Vivre comme tout autre enfant normal, sans pression, sans coups, sans violence autour de. C'est ça le combat de Mounia. C'est ça le combat qu'on veut. On ne peut pas être spectateur de leur malheur et en bénéficier, non. On doit les sortir de là. Ne rien faire fait de nous des complices face à cette situation, face à cette injustice, face à ce dommage collatéral. Oui, les enfants n'ont rien fait. Mais comment ils se retrouvent là-bas? Comment on peut justifier? Comment on peut justifier ça? C'est vrai, les sortir pose encore un autre problème de l'attachement avec leur maman. Ok. Ils vont sortir, on va s'organiser en fonction du traitement avec les pédopsychiatres, les thérapeutes, pour que progressivement, le lien ne soit pas coupé. Des présences, des visites doivent être faites de temps en temps à la prison, une fois dans la semaine, une fois toutes les 2 semaines. Voilà, le lien de savoir que voilà, la maman, elle est là. Si, bon, c'est vrai qu'avec le gouvernement du Congo, c'est compliqué avec les visites, ou si on doit sortir la détenue, qu'elle vienne voir dans quel environnement vit son enfant, c'est clair qu'il faut mettre à disposition des policiers et tout pour éviter justement qu'elle s'échappe, tout ça. Donc, on est en train de négocier... Pardon, on est en train de négocier... Alors donc, on est en train de négocier tout simplement avec les policiers, avec l'administration pénitentiaire, pour qu'à un moment, les mamans aussi viennent voir la maison de l'accueil Mounia, viennent voir dans quelles conditions leurs enfants vivent, leurs enfants se développent et tout. Et tout ça, voilà, on a besoin des autorisations, c'est pas le moulin, voilà, donc l'hiérarchie, l'administration, le ministère de la Justice et tout ça. On est pour parler justement avec le ministère social, des affaires sociales, de la famille, des enfants et tout ça, parce que c'est une situation qui est complexe, qui implique beaucoup de gens. Et au milieu de tout ça, il y a les enfants. On revient toujours dans la même problématique, c'est que plus le temps passe, ces enfants grandissent. Plus le temps passe, on va attendre 1 an, 2 ans, l'enfant le plus âgé a 8 ans, dans 2 ans aura 10 ans, dans 3 ans aura 11 ans, et on repousse, l'enfant le plus âgé aura 16, 17 ans. Il aura passé toute sa vie en prison. Et on ne pourra plus le protéger parce que ça ne sera plus un enfant, il sera majeur. Comment on va le caser dans la société? C'est des problématiques sur lesquelles on doit penser, sur lesquelles on doit agir maintenant pour que cela ne déborde pas. À Ndolo, il y a aussi des femmes qui ont des enfants. À Bunia, il y en a. À Mbujimaï, je ne sais pas encore, je n'ai pas l'information qu'il faut, mais c'est maintenant. Nous devons protéger les enfants. Nous devons nous battre, plaider pour eux, parce qu'eux ne savent pas. C'est un héritage, ça. On va les sortir de là et que plus jamais, des enfants ne se retrouvent en prison derrière les barreaux. Et surtout qui n'ont commis aucun crime. C'est ça qui me fait mal dans mon cœur de maman, dans mon cœur de femme, que leurs droits fondamentaux ne sont pas respectés. Ils ne sont pas protégés. Sortons ces enfants de la prison. Ils doivent sortir de la prison pour vivre leur vie d'enfant en liberté,
hors les murs, hors les barreaux, hors les murs de la prison. Parce que c'est pas un endroit pour eux. C'est pas un endroit pour eux. Merci beaucoup, Madame Agnès Kalangi. Merci de nous avoir accordé de ce temps à partir de Genève où vous vous trouvez. Nous pensons, en tout cas, nous espérons que tout prochainement, vous serez dans nos murs et Congo 26 sera toujours ravi de pouvoir vous rencontrer, vous accueillir sur ce plateau en présentiel. Mesdames et messieurs, c'était donc cet entretien que nous avons accordé à Madame Agnès Kalangi, qui est la présidente de la association de la Fondation Mounia, qui veut justement dire soleil. Alors, avec elle, nous avons eu à parler, nous avons eu à aborder cette question relative à la restriction de pouvoir acheminer des détenus en prison pour cause cette épidémie de choléra qui s'est déclarée, et on parle déjà de quelques morts. Alors cette décision, vous avez suivi tout au long de cette émission la position de la présidente de Mounia. C'est la fin de ces 30 minutes, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir accordé de votre attention. Nous prenons rendez-vous avec vous tout prochainement avec un autre invité. Au revoir.